Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Si vous venez seulement de nous rejoindre, c'est l'occasion de redire qu'avec Philippe David, on était là ce soir jusqu'à 19h30. On est là ce soir jusqu'à 19h30. Si je pars déjà au futur alors que l'émission n'a pas commencé, ça va être gênant. Philippe Bilger, bien entendu. Et quelqu'un qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, on est content de le retrouver, c'est René Chiche, avec des nouveaux travails. Des nouveaux travails. Des travaux, oui. Oui, de nouvelles fonctions. De nouvelles fonctions. Permettent de gagner sa vie. Oui, c'est bien. Il est temps parce que vous commencez à nous coûter cher, hein, mon petit chat. Oui, alors je vais aller rapidement. Allez-y. Alors je m'occupe beaucoup de cinéma et de télévision maintenant sur un site que je vous conseille, si vous pouvez y aller. idbooks.com, ID comme les deux lettres, books, qui est un site d'information culturelle, un pure player qui existe depuis 15 ans et qui marche très bien. Puis à côté, j'ai une autre activité aussi, parce que je ne fais plus partie du groupe Entreprendre, qui n'existe plus, paix à son âme. Producteur éditorial. Voilà. En fait, bravo. Je fais soit des reportages moi-même télé pour une grosse agence de presse, Galaxy Presse TV, soit je chapeaute quelques reportages et en même temps je trouve le temps de venir vous voir. Ah, c'est bien. Oui, on vous remercie. C'est exceptionnel. La France vous remercie, René Chiche. Absolument. Ouais. Absolument. Vous nous faites don de votre corps. Je fais don de mon corps. Pas, n'exagérons pas non plus. Enfin, nous on ne saurait pas quoi en faire, mais il y a peut-être des gens que ça intéresse. Hein. Vous savez quoi? On va vous mettre sur le bon coin, Rémi. On ne sait jamais sur un malentendu. Prête, René Chiche pour un week-end. René Chiche. Vous savez quoi? Je vous aime beaucoup. On va nous mettre tous les 4 sur le bon coin et on verra ceux qui ont le plus de likes. Voilà. À mon avis, bon. Pour un week-end, prêtez. Oui. Non? Allez. Oui. Oh là, vous n'êtes pas joueur. Allez, tout de suite. Le grand débat du jour. J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie. Et on le sait très bien, je défends la Ve République et sa Constitution, c'est un outil utile, mais c'est un outil qui a plutôt été imaginé par Michel Debré pour contraindre sa propre majorité. Or, dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'1 an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est la question du grand débat du jour. Renoncer au 49.3, est-ce une garantie de non-censure? Eh bien pour vous non, puisque vous dites à 88% que ça ne garantit absolument pas à Sébastien Lecornu et son gouvernement, enfin son futur gouvernement, de ne pas se faire censurer. En tout cas, ça nous arrange parce que, en tout cas, ça arrange tout le monde parce que je rappelle quand même qu'Elisabeth Borne, ça a été 23 fois l'utilisation du 49.3 qui n'était pas la plus. C'était Michel Rocard à un moment donné. Est-ce que, pour répondre à cette question, Philippe Bilger, est-ce que ça promet, en tout cas, ça aide à la non-censure? Absolument. J'ai bien conscience que Sébastien Lecornu, depuis quelques jours, quelques semaines, cherche désespérément des moyens qui ne sont pas forcément fondamentaux pour tenter d'échapper au futur qui le guette. Mais je trouve que l'argumentation qu'il développe sur le 49.3 n'est pas du tout absurde, notamment lorsqu'il rappelle que le 49.3 à l'origine était pour contraindre le groupe majoritaire qui soutenait le gouvernement, et j'aime beaucoup l'explication qu'il donne, qui paraît paradoxale mais qui est très juste. Quand on a une assemblée décomposée en 3 forces, eh bien le 49.3 deviendrait presque une offense plutôt qu'une nécessité. Il faut multiplier le dialogue dans sa vérité et son authenticité si toutes les forces pratique cet esprit, bien sûr. Alors, une chose importante, il avait parlé de rupture le jour où il a été nommé. Là, c'est quand même une rupture. Un Premier ministre qui parle à l'heure du petit déjeuner, un vendredi matin. J'avoue que moi, j'étais en train de regarder les sujets d'actu sur mon ordinateur et je vois, tiens, Sébastien Lecornu parle. Donc, évidemment, j'ai mis la télé en direct, comme j'étais sur mon ordinateur. Souvenez-vous, Philippe, c'est que François Bayrou avait fait mieux. Il avait fait une allocution à 8h du matin une fois. Oui, c'est vrai. Il y a quelques mois, je ne sais plus pour quel sujet.
Absolument. Aujourd'hui, on attendait un gouvernement quand même. Oui, bien sûr. Depuis 2-3 jours. C'est pour ça que c'est étonnant. J'en ai à dire. Alors, je pense que pour qu'il dise ça, quelques minutes de recevoir notamment Marine Le Pen, qui est allée a priori avec un chat et pas avec Jordan Bardella. C'est intéressant à savoir. Non, c'est pas une plaisanterie. D'accord. Elle y est allée avec un bébé chat a priori. J'ai lu ça dans la presse. C'est un cadeau. C'est possible. C'est possible. Ça n'est pas vous qui allez critiquer les bêtes. Vous l'apportez tous les jours. Vous lui apportez un doudou. Je pense qu'il y a quand même une arrière-pensée. Déjà, c'est vrai que 149.3, pas de motion de censure sur le budget. Mais en revanche, comment va-t-il faire passer son budget ? Le RN a dit, s'il le fait par ordonnance, on censure. Donc, quid ? C'est-à-dire qu'il ne va pas se faire censurer, mais on n'a pas plus d'informations sur comment il va faire voter son budget. Donc maintenant, comme disait Churchill, wait and see. En tout cas, l'annonce... Ah mais je dis que l'idée est bonne aussi, mais on n'a pas plus de réponses que ça. L'annonce, juste un petit mot, pardon, l'annonce a été faite à 8h45. À l'issue de cette annonce, il recevait plusieurs partis et sont sortis de là Marine Tondelier qui a dit il n'a rien à faire là, ce que je trouve un petit peu violent, et Olivier Faure a annoncé que finalement il y avait il dénonce une copie insuffisante, voire alarmante. Pardon, je vous donne la parole. Je vous en prie. Non, mais excusez-moi, mais cette annonce de ne pas avoir recours au 49.3 n'a aucun sens. De toute façon, est-ce qu'il n'avait plus de pouvoir de l'utiliser ? Parce que s'il utilisait ce 49.3, il avait une censure d'office. Donc c'est pour moi un effet qui n'a pas d'intérêt. Pas d'accord avec vous, sauf s'il faisait un budget acceptable pour le RN, auquel cas il n'y avait pas de motion de censure. Alors justement, est-ce qu'on attendait très pertinent ? Non, mais pas du tout. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas pertinent, mais je ne suis pas d'accord. Non, mais le problème. Et pour vous, c'est un coup de com', ça veut dire ? Non, mais ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, le principal, c'est quel va être son discours de politique générale, quel va être son budget, quel va être son plan. Est-ce que vous avez vu le défilé à la sortie de Matignon de tous les leaders politiques ? Ah bah oui, il y a eu Olivier Faure. Non, mais attendez, pour moi, il est évident que Sébastien Lecornu va se trouver à un moment donné devant une impasse. Il peut pas donner un peu à l'un, un peu à l'autre, alors je donne un peu de transactions financières que je vais imposer. Je vais donner un peu peut-être d'écologie pour Marine Tondelier. Je vais donner un peu et par contre, c'est ça l'ouverture. Oui, non mais d'autant plus qu'il ne donne rien. Non, mais pour moi c'est plus une ouverture. Non, il donne rien. Il ne donne rien. Mais vous savez que même certains collaborateurs, j'ai entendu ça tout à l'heure sur une chaîne info. Alors maintenant, faut croire ce qui est possible. Certains collaborateurs du Premier ministre ont dit le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. Et même les LR s'interrogent. Et vous savez quand même, ce discours, c'est dans 6 jours. C'est le 13 octobre, je crois, non, discours de politique générale. Déjà, on devrait avoir le gouvernement un peu avant. Aucune surprise. Ce qui déterminera, à mon avis, en partie, le discours de politique générale. Mais je vous trouve un peu dur, vous qui étiez quand même plutôt macroniste, on va dire ça. Très dur. Là, je vous trouve un peu dur, parce que je trouve que Sébastien Lecornu la joue finement. Et je pense que s'il fait ça, c'est qu'il a dû avoir des garanties du côté du RN sur le budget pour ne pas se faire censurer. Parce que d'ailleurs, Marine Le Pen a salué. Voilà. Excusez-moi, elle a salué très mollement. Elle a dit il n'y a aucune vision. Et il y a Sébastien Chenu, qui est quand même un homme respectable et assez responsable, qui a dit à mon avis, ça sent la censure. Mais excusez-moi. Avant, il a dit avant. Avant l'annonce. Il y a un problème de concordance des temps là. Vous datez un peu. Vous avez trop d'activité. Excusez-moi, quand on voyait même Marine Le Pen. Il y a peut-être. Alors, c'est encore pire ce que vous dites. Il y a peut-être des tractations de la 4ème République. Ils sont tous en train de faire. Merci, madame. Voilà. Non, mais... Bon, on fait une petite pause. Oui. Hein, on aura la fin de la phrase dans quelques instants. Surtout que moi, j'étais pas né sous la 4ème République. Mais moi non plus. Je me demande si vous n'étiez pas déjà là. Mais allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et on revient sur cette annonce du Premier ministre Sébastien Lecornu ce matin à 8h45 qui annonçait ne pas vouloir utiliser l'article 49.3. Et je vais revenir sur cette phrase que je trouve assez étonnante qu'il a dit ce matin. Mon problème, c'est que dans le secret de mon bureau, dans le secret des discussions que nous pouvons avoir avec les différentes formations, les différents syndicats, les compromis sont possibles, les discussions sont sérieuses, c'est toujours technique.
technique est toujours sincère. Et quand on entend ce qui est dit à l'extérieur, au sortir de Matignon avec les micros, on entend totalement l'inverse. Bien Donc, sûr. qui dit la vérité, en fait? Mais c'est lui. Je veux dire, non, mais non, mais Cécile, sur la question que vous formulez, c'est lui. On sait que depuis toujours, la vie politique est insincère parce qu'en réalité, ce qu'on dit dans le secret n'est jamais redit publiquement. Et c'est pour ça que la vie politique est gangrenée C'est un théâtre, profondément donc. par une. Et puis d'autre part, j'en profite, ma chère Cécile, dites à mon ami René Chiche que pouvez lui ça dire, n'est il est à pas côté de parce vous, qu'il y a hein. une nouvelle formule qu'il a le droit de parler davantage. René Mais Chiche. non, mais excusez-moi, Philippe, vous dites que c'est lui qui a raison. D'abord, je sais pas d'où vous tenez ça, mais vous imaginez qu'il va avoir des compromis entre qui et qui dans cette histoire? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est l'essentiel qui compte maintenant. Non, on dit que il a raison de dire Oui. qu'il ne sort pas cette phrase par hasard, Voilà. que les compromis qui sont décidés ou en tout cas discutés ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur. Il n'y a aucune raison qu'il dise cette phrase. Non, mais écoutez, Je sais pas. allez-y, Philippe, excusez-moi. Mais, Non, allez-y. mais il dit une chose vraie. Il y a, vous savez, Qui Sébastien Lecornu. d'accord, parce que je pensais que c'était René Chiche. pourquoi Excusez-moi, Non, mais non. même s'il y a beaucoup de femmes en politique aujourd'hui, la politique c'est avant tout de la testostérone. Mais même pour les femmes, hein. En général, les femmes sont on disait de Margaret Thatcher, c'est un vrai homme. C'est-à-dire qu'on roule les mécaniques sur les plateaux télé, devant les caméras et sur les estrades, mais après, dans le silence feutré des bureaux des ministres. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Mais vous- N'abusez pas de votre vie personnelle. Problème. Mais tout le monde sait que les patrons de chaque groupe parlementaire a le téléphone des autres groupes Non, mais ça, parlementaires, mais ça, même c'est les la plus vie opposés, politique. et Mais c'est que la, tous se mais c'est disent... la vie Allez. politique, Philippe, vous avez raison. Mais par exemple, c'est pas vrai ce que vous dites. Par exemple, quand il y a eu Bayrou, ils avaient annoncé qu'ils allaient le censurer, qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur politique. Ils l'ont annoncé ouvertement, ils l'ont fait. Il y avait pas vous verrez qu'est-ce qui va se passer prochainement. Vous verrez avec le Cornu. Pourquoi vous me regardez? Vous avez fait signe d'arrêter. Mais non, mais pas du tout. J'étais en train de parler à notre réalisateur. On a cru que vous siffliez la fin de la récré. Non, mais Non, pas, mais en tout pas cas, du tout. il est clair, si on est encore dans les temps, que Sébastien Lecornu est probablement dans une impasse. Objectivement, là, je vous rejoins, mais le 49.3, là, sa suppression, c'est tout de même un moyen pas totalement désespéré de complaire à certaines fractions de l'Assemblée Excusez-moi, comme a dit nationale. Cécile au début, pour moi, c'est un coup de com' et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'effet. Puis excusez-moi. Enfin, il a quand même ouvert le débat ce matin en disant que il y avait des compromis à faire de chaque côté. Enfin, voilà, c'est sûr quand même une qu'il doit ouverture avoir des quand même. compromis. Mais alors, vu le nombre de demandes des uns et des autres, je me demande comment il va arriver à ces compromis. C'est ça le problème. Je me demande comment il va y arriver. Mais alors, je veux dire le pire. Oui. Je pense que parce que ce matin il a parlé des politiques et des partenaires sociaux, Oui. et je vous prends le pari que ça se passera plus facilement et mieux avec les politiques qu'avec les partenaires sociaux. Ah bah c'est sûr, puisque c'est sûr, évidemment. non, c'est pas sûr. Non, mais comme nous sommes redevenus dans une 4ème République, à mon grand regret, parce que là c'est les pures tractations entre partis, Non, mais- etc. Excusez-moi, mais- c'est une République, Parce que- c'est la 4ème République aujourd'hui. Le si. problème. Attendez, Non, mais alors je termine mon propos. C'est Oui, que essayez. le problème des partenaires sociaux, c'est qu'aujourd'hui, certains, je pense à la CGT, se sont vraiment radicalisés avec Sophie Binet. Et que donc, ils disent, limite, on veut la retraite à 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est infinançable. Ce que veut aussi le Rassemblement National. Hein. Non, pas à 60, à 62. Bah excusez-moi, vous connaissez pas Bardella et tous Ah non, les mais non, si. ils ont demandé Si à vous avez- 62, non, pas mais à si en même temps, 60. si Et vous puis- avez 40 ans d'annuité, d'ancienne, vous pouvez avoir, si vous prenez votre retraite avec Jordan Bardella a dit, si vous prenez votre retraite, vous commencez à 18 ans ou 20 ans, vous pouvez prendre votre retraite à 60 ans. Hein. Oui, Ah mais si, moi, je pense que, alors, moi, c'est un point de commun que j'ai avec Cécile. On est assez d'accord que ça doit être plus le nombre d'années de cotisation qui compte Mais que laissez-moi la. en dehors de Oui, non, mais ça. c'est vrai, ça me semble important. Bah alors, je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas suivi votre... On en avait parlé il y a quelques semaines, c'est pour ça que je. plaisante. Et donc, l'idée, c'est que il va arrondir les angles avec les politiques. Je trouve qu'il est très habile, beaucoup plus habile que nous. Mais il ne se fera pas censurer par le RN, à mon avis. Vous verrez. Et la première phase, c'est qu'ils ont à nouveau 2 vice-présidents et que on va arranger un peu les choses, arrondir les angles, si vous voyez ce Non, que je veux mais dire. là, sur les vice-présidents, Philippe, on est revenu à une démocratie normale. Mais c'était Ah, ça, je suis d'accord. Excusez-moi, Ah, je suis d'accord, ça. c'était le b.a.-ba
pour ne pas se faire censurer à toute vitesse. C'est pour ça que le nouveau Front populaire hurle à l'accord électoral. Le RN dit mais non, on a appliqué la démocratie. Yael Braun-Pivet a fait une vidéo intéressante où elle dit moi je veux que tout le monde soit représenté. Mais elle a raison. Et elle a raison. Et donc je pense qu'il est habile. Il est beaucoup plus habile que Bayrou. Allez, ce sera le mot de la fin. Tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et ces vaches devront s'arrêter à quelques kilomètres de sa ferme sous peine de 47 000 € d'amende. Oui, Cécile. Effectivement, on n'y croit pas une fois de plus. En Isère, que ça se passe. Les 105 vaches laitières de Julien ont trouvé un nouveau sport, le tourisme forcé, censé revenir de l'alpage de Tignes pour passer l'hiver au chaud. Le troupeau doit finalement s'arrêter net à seulement quelques petits kilomètres de la ferme. La raison, une épidémie de dermatose nodulaire contagieuse qui frappe la région depuis le mois de juillet, on le sait, et qui rend les déplacements des troupeaux strictement encadrés pour éviter la propagation de la maladie. Résultat, Julien, notre éleveur, pousse ses vaches jusqu'à Saint-Blaise, un petit village rapproché, et ben c'est 450 € d'amende par bête, soit 47 000 € au total. C'est fou. Une somme bien sûr totalement délirante, totalement folle. Et surtout, s'il n'a pas obtenu de dérogation pour justement déplacer son troupeau. Et donc il doit s'organiser malheureusement comme il peut avec son élevage qui est en haut de la montagne et lui qui est en bas. Voilà. Alors Julien Boulor est avec nous, éleveur à Saint-Blaise-du-Buis dans l'Isère, dans la ferme de la Matinière. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça doit être en matière d'organisation, ça doit être très très compliqué. Comment faites-vous pour traiter, en tout cas, pour la traite, par exemple ? Eh ben, écoutez, on se met en place. Là, le retour des vaches, il est prévu pour mercredi prochain. Donc, ce sera pas à la ferme, ce sera à quelques kilomètres, comme vous l'avez précisé en introduction. Donc, on s'est organisé pour redescendre en même temps que le troupeau, une machine à traire mobile qu'on a l'habitude d'utiliser en alpage, ainsi qu'un groupe électrogène et une boule à lait. Vous savez, les citernes qu'on sert pour transporter le lait pour le ramener jusqu'à la ferme. Mmh. Et puis voilà quoi. Donc c'est des parcelles qui ne m'appartiennent pas. C'est un éleveur qui m'accueille. Mais ça peut durer combien de temps selon vous ? Alors normalement la situation est bloquée jusqu'au 21 octobre. Ah oui, quand même. Ça fait encore 3 semaines. Il n'y a pas de nouveau cas de dermatose. La règle, c'est 45 jours après le dernier cas. D'accord. Mais je voudrais poser une question. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on va, alors c'est mon avis, qu'on va peut-être un peu loin dans le principe de précaution, parce que quand on nous avait dit que la maladie de la vache folle, ça allait être la catastrophe. Il y a eu évidemment des cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob, mais il n'y en a pas eu des millions ou des milliers, qu'on le veuille ou non. Après, comment ça s'appelle, la fièvre afteuse. Est-ce qu'on va pas trop loin dans le principe de précaution pour les agriculteurs ? Vous savez, c'est tout des maladies nouvelles. Nous, on les connaît pas et on est obligé de déjà écouter ce qu'on nous dit. Parce que nous, on apprend. Et après, on est contraint par la réglementation. Voilà, quoi. Nous, on est obligé de se plier. Sinon, vous l'avez aussi précisé en introduction, l'amende, elle est de colossale. 47 000 €. Enfin, comment on peut payer une amende comme ça ? Vous n'avez jamais entendu parler de cette maladie, monsieur ? Non. Enfin, voilà, c'est la preuve. On a découvert ça en cours d'été. A priori, c'est une maladie qui provient d'Afrique du Sud. Mmh. Il y aurait eu une épidémie l'année dernière dans les Balkans. Mais ma question, question, je voudrais comprendre pourquoi ça s'arrête à quelques kilomètres de chez vous, parce que pourquoi en fait ? Comment c'est une question de périmètre. À chaque fois qu'il y a eu un foyer d'infection, ils ont fait un rayon de 50 km autour. Ah d'accord, voilà, c'est ça. Ça a permis de créer des zones. Et à l'alpage, on s'est retrouvé dans une zone de surveillance. Et à partir du moment, à la ferme, on est dans une zone indemne. Et à partir du moment où on est dans une zone de surveillance, on ne peut pas changer de zone. Donc, moi, la zone de surveillance, elle s'arrête à 5 km de chez moi. On a une commune de la zone. Et ben voilà. Merci en tout cas. Bravo, un pis-aller. Merci ma chère Cécile, vous lui apprenez le mot pis. Non, mais là, vous m'avez fait un effet bœuf. Julien Boulor, merci beaucoup. Vous par inviter mes mots. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Déjà, la plupart
des fermes et des agriculteurs vivent des moments difficiles, mais si en plus on leur ajoute ça, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Dans quelques instants, le tour de table de l'actu, Philippe Bilger. Eh bien, on va parler on va parler de Philippe Juvin. Mais voilà, oui, mais bien sûr. Avec vous, Comment René une grande Chiche. banque américaine s'est fait arnaquer. Avec vous, Philippe David. Une pétition qui m'a fait éclater de rire. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h30. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une sacrée bande. Hein. Ah oui. C'est-à-dire à l'antenne et hors antenne. Il a bien apporté entendu. énormément. René Chiche. Ma présence, ma beauté, mon génie, Oui, mon il humour, a mon apporté éloquence. quoi? Votre modestie. Ma modestie. Vous êtes venu les mains vides d'ailleurs aujourd'hui. Mais le Écoutez, corps- pour une fois, je viens les mains vides. Merci. Ah bah, Parce je que le de temps en temps, signale. j'apporte des chocolats. Oui. J'apporte. Mais là, j'apporte moi, René Chiche, vous voyez. Votre bourse n'était plus pleine. Vous savez, depuis que j'ai changé de travail, je gagne plus d'argent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais. Philippe Oh, il faut bien David, rigoler, bien hein, entendu, ouais. Philippe Bilger et René Chiche, vous l'avez entendu, c'est à chaud. la star de ce studio aujourd'hui. Allez tout de suite, sympa le aujourd'hui, tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Philippe Bilger, vous m'indignez. Vous voulez que je vous éclate? On ne résout pas les problèmes par la violence. Mais vous êtes un trouillard. Philippe Bilger est au taquet. Ce ne sont pas des cons, ce sont des délirants, c'est beaucoup plus grave. Le tour de table. De l'actualité. Et on va commencer par vous, Philippe David. Alors, il y a une pétition qui m'a fait, je vais utiliser l'expression que Philippe Bilger aime que j'utilise, tomber de l'armoire. C'est une pétition qui a été lancée par le député, Génération, mais du groupe Europe Écologie Les Verts de l'Assemblée nationale, Benjamin Lucas, pour demander la démission de Yael Braun-Pivet. Oui. Alors, elle n'a pas piqué dans la caisse, hein, elle n'a pas trahi la France, non. C'est parce qu'il y a eu des membres du Rassemblement national élus vice-président, deux vice-présidents, hein, Hélène Laporte et Sébastien Chenu, secrétaire, etc. Ce qui est totalement logique, parce qu'elle avait fait une vidéo qui disait « L'Assemblée résulte du choix des Français, et ce choix doit être respecté. Cela veut dire concrètement que de LFI au RN, chacun doit avoir sa juste place au bureau. » Une phrase de bonne santé démocratique, parce que on va pas dire que dans ces cas-là, il y a des sous-députés. Parce que s'il y a des sous-députés, ça veut dire qu'il y a des sous-électeurs, non? Bien sûr. Tous les députés se valent et tous les électeurs se valent, hein. Comme on dit dans les pays quand on demande la démocratie, un homme, une voix. Alors, je trouve ça totalement délirant parce que demander la démission d'une présidente de l'Assemblée nationale pour ça, je ne sais pas comment on peut raisonner comme ça. Parce que, quitte à demander des démissions de députés, je sais pas, on pourrait demander celle de Sandrine Rousseau, qui a calomnié Julien Bayou en direct à la télévision, qui a été blanchi par la justice, Julien Bayou, et dont la carrière a été brisée. Ou je sais pas, on dit Kerbrad, qui est un député qui va aller acheter de la drogue à un mineur avec son argent d'indemnité parlementaire, ça me semble autrement plus grave que de faire respecter la démocratie comme Yael Braun-Pivet. Donc, parfois, il vaut mieux se taire et ne pas faire de pétition ou de déclaration abracadabrantesque pour citer Jacques Chirac. Vous avez totalement raison, Philippe. D'ailleurs, il est intéressant de voir, rappelez-vous, ma chère Cécile ou Philippe, lorsqu'on a eu parfois Benjamin Lucas sur ce plateau, voilà une personnalité qui paraissait équilibrée, qui parlait correctement, mais dès qu'on les lâche à l'Assemblée nationale, ils deviennent complètement fous. Vous avez totalement raison, c'est inepte, c'est d'une bêtise absolue. Parce que si on demande à... Et surtout, ça sert à rien. Exactement, ça n'a aucun effet. De toute façon, ça n'a aucun René effet. Chiche. Absolument, mais moi, j'ai trouvé ça aberrant et même honteux, même, je trouve, de demander la démission de Yael Braun-Pivet. Parce qu'elle a, en fait, d'abord fait respecter les règles du Parlement. Et c'était tout à fait... Qui ont été violées il y a un an. Absolument. Ah, je suis d'accord avec vous. Moi, en 2024, lorsque j'ai vu qu'il n'y avait pas de vice-président RN... Non, même zéro personne au bureau. Oui, au bureau même. Vous avez c'est notre seul accord, là, trois. Oui, c'est vrai. Non, je trouve ça bien. Mais vous savez, il n'est pas la seule à demander... Il n'est pas le seul à demander des choses absolument hallucinantes. Vous avez vu que ce matin, dans un autre parti, mais enfin collé quand même, Mathilde Panot a demandé l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël en France. Mais ça aussi, c'est totalement
aberrant. Ça n'a ça ne repose sur aucune réalité politique, diplomatique. Par contre, elle ne demande pas l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran ou de l'ambassadeur de Syrie, alors qu'en Syrie, ils viennent de tuer à peu près 10 000 alaouites. Vous savez, elle dit rien là-dessus. Hein. Donc tout ça rejoint ce délire LFI, enfin NFP en gros, qui font partie de. Oui, là c'est pas LFI. Exactement. On y va parce que je me fais engueuler par notre réalisateur. Ah d'accord. René Chiche. Alors je vais essayer d'aller très vite. Moi je vous raconte une story. J'ai pas voulu faire de la politique et de l'économie, même si je suis très brillant dans ce domaine. Donc non, mais sérieusement, je voulais vous parler de l'histoire de Charlie Javis. Je sais pas si vous êtes au courant. Cette jeune, vous êtes au courant. Ah bah je sais pas si les auditeurs sont au courant. Non, mais c'est important. C'est important parce que c'est une jeune franco-américaine douée, diplômée d'une grande école d'économie de business, qui a donc créé il y a à peu près 8-9 ans, alors qu'elle avait à peine 23 ans, une plateforme qui était destinée à aider les étudiants pour avoir des ressources financières. Donc aider les étudiants à obtenir des ressources financières de la part de l'État fédéral, ou une sorte de bourse, quoi, pour aider les gens dans le besoin. Cette plateforme s'appelait Franck. Elle a quand même réussi à avoir quand même pas mal, au départ 300 000 abonnés, quoi, à peu près abonnés ou inscrits, je sais pas comment on dit. Et pour vous montrer comme quoi, chez une certaine génération en même temps, l'appât du gain et la cupidité se fait immédiate. Au lieu de faire prospérer pendant plusieurs années, comme ça arrive parfois à sa start-up, pour que ça monte, elle a voulu tout de suite la vendre à la plus grande banque d'affaires américaine qui s'appelle la JP Morgan, qui est une institution aux États-Unis qui est énorme. Elle a voulu la vendre, et pour la vendre vraiment au plus gros prix, elle a totalement bidonné, non pas ses comptes financiers, mais son nombre d'abonnés, puisqu'elle a acheté une base de données, d'étudiants qui n'avaient rien à voir avec ses abonnés à elle, et ça a fait monter sa plateforme à 4,5 millions d'abonnés, 5 millions je crois, et la JP Morgan a acheté ça pour je crois 175 millions, 180 millions de dollars. Elle a reçu à la signature 20 millions de dollars elle-même, pour vous montrer en même temps quand même l'erreur de JP Morgan, qui se rend pas compte de ça. Et finalement, au bout de quelques mois, ils se sont rendus compte. Elle a eu un procès et elle a été condamnée là il y a quelques jours, je crois, oui c'est ça, à 7 ans de prison. Ce qui est tout à fait normal, et elle doit rembourser surtout maintenant les 21 millions de dollars qu'elle avait touchés de la part du JP Morgan. Et alors tout ça pour vous dire que c'est assez léger des deux côtés en fait. Exactement, c'est hallucinant d'ailleurs. Et elle avait trouvé un prodige de l'informatique pour racheter la base de données et tout mélanger. Et dernière chose, ça risque de faire un film déjà au cinéma, puisque déjà j'ai appris ça hier. Steven Spielberg et comment il s'appelle, David Fincher, qui avait fait le film sur Facebook, ont déjà voulu acheter un peu les droits de cette histoire. Mais c'est vrai que c'est pour montrer la cupidité de certaines personnes. Elle aurait pu faire fortune, à mon avis, en montant progressivement sa plateforme. Et non, elle a voulu la vendre au bout de 4 ans. Elle a 32 ans. Impatiente, même. Philippe Bilger, sur Philippe Julien. Parlé, merci de me l'avoir rappelé, ma chère Cécile. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est Philippe Juvin qui a été élu rapporteur général du budget. Ça veut dire que le couple que je considérais comme délétère sur le plan parlementaire entre le président de la commission des finances, Éric Coquerel, et l'ancien rapporteur général Charles de Courson va être brisé, et qu'on va avoir un parfait honnête homme, intelligent, intègre, compétent et capable d'un dialogue démocratique qui va être là. Et il faut bien voir l'importance du rapporteur général. C'est l'architecte parlementaire du budget et c'est lui qui est en rapport avec le ministre des Finances. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie et pour le Parlement. Philippe Juvin est quelqu'un d'éminemment estimable. On le connaît plus, enfin on le connaît pour ses qualités c'est un grand médecin et également de député. Ça fait un certain nombre d'années qu'il est député. Et alors c'est vrai qu'on avait le duo Coquerel de Courson depuis quelques temps. Alors c'est peut-être un peu aussi le coup de pied de l'âne pour le groupe Yacht, mais c'est une bonne opération pour Philippe Juvin et pour les LR, qu'on le veuille ou non. Vous avez raison. En plus c'est quelqu'un qui jouit d'une excellente réputation dans le milieu politique. Il est d'ailleurs un petit peu adoubé par tous les partis, même ceux à gauche, qui le trouvent quand même ça n'est pas un excité. Ouais, exactement. Et maintenant, c'est un peu le ministre de l'économie de l'Assemblée, le rapporteur. Absolument. Maintenant, on va voir quels seront ses rapports, ses relations avec le futur nouveau ministre. On parle peut-être de Roland Lescure, c'est ça? Oui, on parle de Roland Lescure à Bercy. Vous êtes au courant? Je suis au courant, j'essaye de faire mon métier ma juste valeur. Et voilà. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle.
En tout cas, je vous invite à réécouter cette interview de Maxime Liados, et c'était ce matin à 8h15 de Philippe Juvin, que vous pouvez regarder, revoir en podcast, bien entendu, sur notre site sudradio.fr. Et c'est par le même moment, si vous pouviez vous abonner, ce serait formidable. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On reviendra sur l'info en plus sur Anne Hidalgo qui publie le détail des notes de frais des maires d'arrondissement de Paris. Ça sent la vengeance, j'ai l'impression. Allez, on en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. On espère que tout va bien, que votre week-end a déjà peut-être commencé. Si vous êtes sur la route, eh bien, faites très attention. J'aime bien dire faire très attention. Parce que c'est toujours ce qu'on dit aux gens qu'on aime quand ils prennent la route. Faites attention, envoyez-nous un petit texto. Donc vous allez envoyer un texto à Philippe David quand vous serez arrivé. Donc je vais vous donner son numéro. Ah non, je vais le donner, Philippe. Vous me dites si j'arrête. Alors Philippe David. Non, mais je vais le donner, Philippe. Moi je propose de... Voilà, alors je vais... Philippe David. Non, ça c'est Philippe Bilger. Ah bah vas-y, donnez celui-là, c'est mieux. Attendez, Cécile, c'est le 06 89 34. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qui alors ça? Non. Ah, c'est mon mec. Ok. Allez. Non, je plaisante. On l'embrasse d'ailleurs. Il va y avoir trop de personnes devant le palier. C'est Rudolph Valentino, vraiment. Allez, Philippe Bilger est avec nous aussi, et Renaud Chiche, et on est ravis de les avoir jusqu'à 19h30. Tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et François-Louis, Anne Hidalgo, publie le détail des notes de frais des maires d'arrondissement de Paris. Je disais, ça sent la vengeance. Ça sent la vengeance. Alors moi, je vous donnerai pas mon numéro de téléphone, Cécile. Vous m'avez pas demandé, mais je vous le donnerai pas. Mais il y a quelques mois des municipales de Paris 2026, Anne Hidalgo a publié hier un état des lieux détaillé des indemnités versées à ses élus, ainsi que les frais de représentation des maires d'arrondissement. Autrement dit, une petite vengeance après que la maire socialiste se soit faite épingler après la publication d'une partie de ses frais de représentation, plutôt exorbitants. À Paris, donc, la guerre des tickets de caisse est donc déclarée. Paul Hatt, bonsoir. Vous parlez là d'une mesquinerie enfantine de la part d'Anne Hidalgo. Oui, bonsoir. Bonsoir. Que c'est pire que ça. C'est d'un niveau vraiment pathétique. C'est-à-dire que dites-vous bien quand même qu'un habitant a mis 4 ans à obtenir les notes de frais d'Anne Hidalgo, en passant par le tribunal, en faisant des recours. Et une fois qu'elle est prise la main dans le pot de confiture, elle a décidé de balancer à tout le monde. C'est quand même d'un niveau de mesquinerie pathétique. Est-ce qu'il y a des maires d'arrondissement plus vertueux que d'autres ? Ah bah sans doute, je vous laisse... Ah oui, parce qu'il faut dire que Anne Hidalgo a balancé les notes de frais, mais uniquement à Libération. Donc, c'est surprenant. Je vous laisse analyser l'article qui a été fait par Libération. Moi, j'aimerais bien avoir les notes de frais de chacun. Je pense qu'il y a des maires plus vertueux que d'autres. Ça se constate dans l'article. Et puis, il y a des bonnes surprises. En tout cas, c'est assez drôle. Mais je ne voudrais pas que ce qu'elle fait fasse un écran de fumée pour cacher le niveau de ses notes de frais à elle. Et je veux pas rentrer dans son jeu. Donc c'est vraiment, quand on constate ce qu'elle a fait, c'est tellement déconnecté qu'il faudrait pas non plus se laisser avoir par son jeu. Oui, c'est pas très fair, j'ai envie de dire. Alors, alors tout de suite, je ne suis pas du tout un soutien d'Anne Hidalgo. J'ai pas voté pour elle. Mais alors attendez, pour essayer d'être un peu plus clair, parce que je suis un peu, j'avoue là-dessus, je suis un petit peu tourmenté. Ces notes de frais, ce sont des notes de frais légales. Elle a une enveloppe, elle a pas. On est bien d'accord. Oui, elle ne l'a jamais dépassé. Mais je vais vous dire, je suis pas d'accord du tout. Ah bon, justement alors. Laissez-le parler. Pas du tout. C'est ce que dit Anne Hidalgo, c'est ce que dit Monsieur Lejoindre, le maire du 18e arrondissement. Mais qui sont-ils pour valider la légalité des notes de frais? C'est pas parce que ça rentre dans le plafond de ce qui a été décidé par le Conseil de Paris que la nature de la note de frais est légale. Et moi, ce que je dis, c'est que j'invite tout le monde à regarder les notes de frais qui ont été faites par la maire de Paris et le maire du 18e arrondissement. Ça n'est pas parce que c'est validé par les services de la ville que c'est légal. Je suis désolé, le maire du 18e arrondissement n'a pas à payer 3 repas enfants un soir seul comme étant des notes de frais professionnels. Le maire du 18e arrondissement n'a pas à se payer un coiffeur le soir de son lieu de vacances pour le Nouvel An seul. Et c'est pas parce que c'est autorisé par les services de la ville qui sont de sa propre ville que c'est légal. Et c'est pas parce que ça n'est en dessous du seuil maximal autorisé que c'est légal. Donc moi j'attends
le retour du parquet national financier qui est en train d'analyser les notes de frais, d'essayer de voir s'il n'y a pas eu des manipulations pour savoir si c'est légal ou non. En tout cas, il y a des robes Dior à 6 000 €. Quand on est Anne Hidalgo, on peut très bien se faire prêter des vêtements par des grandes maisons de marque et ça, on peut le comprendre. Mais c'est des choses en double. Pas de la même taille. Pas de la même taille. Merci beaucoup, en tout cas, Paula, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller à la mairie de Paris et vice-président du groupe Union Capitale, Les Républicains. Merci beaucoup. Tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et aujourd'hui, c'est le ministre du Temps Libre qui est avec nous et c'est Johan qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Johan. Bonsoir Cécile, bonsoir. Et Johan, si vous étiez, et vous êtes ce soir ministre du Temps Libre, quelle sera votre prochaine mesure? Celle de couper pendant un temps déterminé l'accès aux réseaux sociaux. D'accord. Et de me mettre en partenariat avec les autres ministères comme la culture ou l'éducation nationale pour que pendant ce temps libre, on puisse proposer des activités qui vont dans le sens de la culture ou qui vont dans le sens de l'intérêt général collectif. Je croyais, monsieur le ministre, que conformément à la dénomination de votre ministère, vous alliez dire « Je ne fais rien du tout, c'est mon temps libre ». Non, mais vous êtes beaucoup plus sérieux. Mais c'est une très bonne proposition. C'est pas idiot. Oui, franchement, c'est pas idiot. Alors, monsieur, on essaie d'être créatif. Alors, excusez-moi, monsieur le ministre, André Henry sort de ce corps, parce qu'André Henry, c'est le ministre. On a très peu de temps, allez-y. Mais alors, est-ce que c'est pas très compliqué de fermer les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un peu compliqué, non? Absolument pas. Ah bon, allez-y. Absolument pas. Alors, je travaille dans l'informatique, donc c'est pour ça que je peux en parler très librement. L'accès aux réseaux sociaux est aujourd'hui accessible au travers des fournisseurs d'accès Internet, au travers de ce qu'on appelle la résolution de nom. C'est-à-dire que quand vous allez sur Internet, vous tapez le nom de votre réseau social préféré et vous accédez au site. Et il est très facile aujourd'hui de demander à des fournisseurs d'accès Internet, comme c'est aujourd'hui le cas pour certains sites qui ne sont pas accessibles au grand public. Je parle par exemple au site de Dark Web, qui en fait ont une adresse Internet, mais qui n'est pas accessible au travers de vos fournisseurs d'accès Internet traditionnels. Pendant 1 heure, 2 heures par jour, de leur demander de couper ces accès. Ah bah c'est pas mal, je trouve. Bravo. C'est une bonne idée. Bah merci beaucoup, Johan. Je ne connaissais pas cette fonction. En tout cas, merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Jusqu'à lundi, vous serez le ministre du week-end. Merci 1000 fois, en tout cas, d'avoir joué le jeu. Et dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Qui nous aurait dit qu'un jour, des députés iraient se recueillir sur la tombe de terroristes? On en parle dans un instant, tout de suite. Les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et nous serons avec vous encore pendant une demi-heure avec le plaisir d'être avec Philippe Bilger, bien entendu, avec René Chiche ce soir, avec Philippe David, bien entendu. Et ça tombe bien, c'est maintenant qu'il va se fâcher. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et le cèdre au milieu du jardin, puisque nous allons partir vers un grand village lointain, un village longtemps martyrisé par la guerre qui s'appelle Beyrouth, capitale du Liban. Pourquoi Beyrouth ? Parce qu'il s'y est passé des choses qu'on n'aurait jamais imaginées de la part de députés français. En effet, c'est le magazine Le Point qui nous l'a appris ce matin. 2 députés LFI, Thomas Porte et André Torigna, ont été se recueillir lors d'un voyage au Liban sur les tombes de Mohamed Youssouf Al-Najjar, dit Abou Youssef Al-Najjar, et Kamal Adwan, le premier étant l'un des commanditaires de la prise d'otages et du massacre de 11 athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, le second étant impliqué dans plusieurs opérations terroristes, dont celle de Munich. Et on a envie de vomir en pensant que des représentants du peuple français sont allés se recueillir sur la tombe de terroristes ayant du sang sur les mains. D'autant plus envie de vomir que le terrorisme a fait couler le sang en France, endeuillant des centaines de familles. Un voyage marqué du sceau du terrorisme, puisqu'avant d'aller sur la tombe de ces criminels, Thomas Porte avait rencontré des responsables du Front populaire de libération de la Palestine, comme Marwan Abdel Al, membre du bureau politique,
Islamique, et Haitham Abdo, responsable de cette organisation terroriste au Liban, organisation classée comme terroriste par l'Union européenne. Alors, en cette période de fête juive, permettez-moi de rappeler à la mémoire de nos auditeurs les noms des victimes de l'attentat des JO de Munich en 1972. David Berger, Zev Friedman, Yosef Gutfreund, Eliezer Alphen, Yosef Romano, Abidzur Shapira, Kehat Shor, Mark Slavin, André Spitzer, Yaakov Springer, Moshe Weinberg, tous athlètes, arbitres ou entraîneurs israéliens, et Anton Fliegerbauer, policier allemand. Eux méritent vraiment un hommage, contrairement à leurs assassins. Sur le plan moral, c'est une ignominie. Je vous rejoins totalement. Si ça avait du sens de s'interroger sur le plan juridique, je me demande si ces députés, comme c'est à l'extérieur de l'Assemblée nationale, n'ont pas le droit de commettre le pire, les pires indécences. Et si, en réalité, je serais curieux de savoir, puisque vous l'avez évoqué, si ils peuvent être sanctionnés pour cet acte d'offense absolue aux victimes. Alors, je vous réponds. Il y a dans un premier temps, il avait rencontré des gens du FPLP, classée organisation terroriste par l'Union européenne et par les USA. 16 députés ont déjà envisagé une action en justice. Voilà. Voilà. Et déjà, ce serait intéressant de savoir qui a payé les frais de déplacement. Et je serais curieux de savoir, alors que vous avez très bien parlé des rencontres avec des gens du FPLP, que sais-je, la nature des échanges avec des gens pareils. Bon, enfin, bref. Ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Philippe, et merci pour cet hommage aux 11 athlètes israéliens qui ont été massacrés, aux policiers allemands qui est mort aussi, et à toutes les victimes d'ailleurs du terrorisme en général, puisqu'on aura un approche du 7 octobre en plus. Oui. Mais franchement, LFI maintenant s'affirme, moi je trouve, s'affirme comme, vous savez, la fameuse phrase qu'on attribue à Giscard, le parti de l'étranger. Bah lui, LFI est pour moi le parti de l'étranger. Je veux dire, quand vous avez des députés comme même Rima Hassan, qui est tout sauf une députée européenne pour la France. Je n'ai jamais vu un drapeau français ou européen sur son compte Twitter. Il y a que des drapeaux palestiniens ou algériens. Voilà, vous avez Sébastien Delogu qui, lui, va s'afficher en Algérie, avec la dictature algérienne. Pour cracher sur la France. Exactement. Donc, alors qu'on a quand même 2 prisonniers politiques là-bas. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je trouve que Thomas Porte et l'autre député, d'ailleurs aussi. André Torigna, député de la Loire. Devrait être, est-ce qu'on peut dire destitué pour des députés ou invalidé, je ne sais plus l'expression. Mais je trouve qu'il devrait l'être. Mais pour moi, excusez-moi, aller sur la tombe de terroriste, ça s'apparente à de l'apologie du terrorisme. Absolument. Et on peut pas dire que la classe politique, pour l'instant, c'est tombé ce matin dans le point. J'espère que ça va monter en puissance. On attend peut-être sans doute une réaction. D'accord, ok. Okay. Merci beaucoup Philippe David. Allez-vous rester avec nous dans un instant. La question du soir, on se posait la question ce matin avec Philippe David et François Louis en disant mais pourquoi certaines affaires criminelles marquent tant et à jamais, parce qu'elles dépassent peut-être le fait divers ou peuvent devenir aussi le miroir de nos peurs intimes ou de nos tabous, de nos fractures de la société. Eh bien on va en parler dans un instant, se poser des questions. Si vous avez envie de participer et de vous dire vous êtes fan de ces délits ou en tout cas de ces je sais pas comment on peut les appeler. De ces crimes des frais divers. Appelez-nous au 0826 300 300. Moi, je déteste ça. Je sais pas pour vous. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Allez, on en parle. La question, c'est pourquoi les Français sont-ils autant fascinés par les affaires criminelles? Vous dites à 35% que c'est une quête de vérité, à 34% du voyeurisme, à 31% un miroir de la société et à 0% une transgression de l'interdit. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous attend. On est ensemble jusqu'à 19h30. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et très bien entouré aujourd'hui avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger et aussi René Chiche avec la question du soir sur les affaires criminelles. Et pourquoi on aime autant ça, Philippe, avec cette question du jour? Oui, on vous pose cette question. Pourquoi les Français sont-ils autant fascinés par les affaires criminelles? Nous sommes en plein procès jubilaire. C'est la quête de vérité pour 35% d'entre vous, le voyeurisme pour 34% d'entre vous, un miroir de la société pour 31% et à 0 pointé, une transgression de l'interdit. Vous voulez réagir? Venez nous dire si ces procès ou ces histoires, dont certaines n'ont jamais été élucidées, comme le petit Grégory, vous passionnent. Moi, c'était donné un mois et demi pour sauver le couple, si tu veux. Elle me dit non, mais ça sert à rien. De toute façon, ma décision est prise. Je suis déjà très loin dans ma tête. On était un couple colocataire, en gros, si tu veux, c'est tout. On était là que pour la maison et les enfants, et c'est tout. Après, il y avait, moi, elle ne me disait plus rien.
Ce procès était une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. C'est pas la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge d'eau salée. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Philippe Bilger, vous qui êtes si près de la justice, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de faire ce métier? Ma chère Cécile, pas du tout. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est parce que j'ai pratiqué d'une certaine manière la justice criminelle que, moins que vous, tout de même, je n'ai jamais été très passionné par les faits divers, les affaires criminelles, sauf, comme le disait Philippe, fait entrer l'accusé, où j'étais curieux de voir si les affaires où j'avais requis étaient correctement rapportées. En général, c'était le cas. Mais pour aller répondre au fond de votre interrogation, que je salue parce qu'elle est passionnante pour tous les gens, c'est le premier fait, et pardon pour la comparaison un peu vulgaire, de la même manière que le français se rêvait médecin, sélectionneur ou d'autres encore, il y a chez chaque Français, me semble-t-il, face au mystère criminel, une envie d'être celui qui découvrira. On cherche un petit peu, ça c'est une explication matérielle, mais je crois qu'il en est une plus profonde. C'est qu'à la fois, on est fasciné par un univers et des personnalités qui ne ressembleront jamais à ce qu'on est, et en même temps, on est profondément attiré par les tréfonds d'une vie qu'on ne connaîtra jamais. Voilà, je pourrais continuer, mais j'arrête parce que je suis impatient d'entendre les points de vue de moi, je crois que les affaires les plus intéressantes, c'est celles où on ne connaît pas la vérité. Je vais prendre quelques exemples anciens. Le meurtre de Brigitte de Wèvre à Bruay-en-Artois, au tout début des années 70. Le juge Pascal. Et le compte, c'est qu'on le connaît, on la connaît. Mais simplement, après... oui, il n'y a pas eu de condamnation, etc., si je ne m'abuse. Hein. Le petit Grégory, à mon avis, on ne saura jamais, 41 ans après. Kennedy, pour prendre un cas outre-Atlantique... Ah, ça, j'adorerais savoir qui a tué Kennedy, parce que c'est pas... Et donc, c'est toutes ces affaires, parce que moi j'ai répondu le besoin de vérité, parce que ces affaires-là, on aimerait connaître la vérité. René Chiche, est-ce que c'est pas aussi que ces gens-là pourraient être nos voisins? Ça, c'est parce qu'il se passe des choses forcément très proches de nous. Alors moi déjà, je ne suis pas tellement accro aux émissions sur les crimes, etc. Je le dis tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu... c'est comme quand on est sur l'autoroute et par exemple qu'il y a un accident. Alors, on s'arrête et on regarde un peu parce qu'on se dit c'est pas possible. Non, mais non, peut-être pas vous, mais il y a beaucoup de gens qui le font, qui s'arrêtent, qui ralentissent, qui regardent, qui disent c'est arrivé. Et ça pourrait peut-être nous arriver à nous. Et alors, il y a un côté, en même temps, moi je crois qu'il y a un côté quand même voyeuriste. Hein. Les gens aiment savoir ce qui se passe. Mais en plus, moi, je trouve aussi, par contre, qu'il y a quand même, depuis plusieurs années, quand même un effet de médiatisation de ces faits divers. Parce que les faits divers, il y en a plein tous les jours. Ce qui devient intéressant, c'est quand ça devient vraiment une affaire. Une affaire. Exemple Jubilard, où il n'y a pas de corps. Voilà, ou même où le petit qui est mort là, il y a 1 an ou 2 là, dans les Alpes-Maritimes. J'ai oublié son prénom. Non, mais je peux comprendre Mazan. Je peux comprendre l'affaire Mazan parce que ça révèle quelque chose de terrible sur la prise de médicaments, le viol. C'est lié à quelque chose qui nous touche tous. Après, j'ai du mal à comprendre de suivre. Alors, j'imagine que les gens le voient comme un feuilleton, surtout quand on est en plein procès, de se dire s'il y aura une issue. Pardon, Alors, en plus, j'allais en parler ensuite. Et finalement, pour les gens, ça fait maintenant partie, je trouve, de la culture populaire, ce genre de choses. Ça fait partie de la culture, parce qu'on peut en discuter. C'est une série, en fait. C'est une série, c'est comme une fiction qu'on regarde à la télé. Et alors, effectivement, les médias amplifient ça. Et alors, c'est vrai qu'on entendait la musique, la générique de Faites entrer l'accusé. C'est vrai que cette émission a amplifié ce phénomène, mais en plus ils ont choisi... C'est une émission très bien ficelée. Très bien ficelée parce qu'ils ne s'intéressaient pas qu'à l'acte criminel, mais ils essayaient de démonter l'aspect psychologique, psychiatrique, voire même sociétal. Alors vous parliez de l'affaire Mazan par exemple.
en plus, les faits divers d'aujourd'hui, enfin ces grandes affaires, ont maintenant, en plus, je trouve un rebondissement sociétal. Oui. Chaque affaire maintenant, enfin c'est mon opinion, chaque affaire fait ressortir un fait de société. Par exemple, l'affaire Mazan, c'est le rapport au viol, etc. L'affaire Jubilard, c'est le rapport aussi à l'emprise d'un homme, même si on ne sait pas si Monsieur Jubilard est coupable, on n'en sait rien, etc. Donc c'est pour ça, les gens, voilà, allez-y Philippe. Allez-y. Mais il faut aussi admettre qu'il y a certaines affaires, Cécile, même si on n'y s'y intéresse pas, qui posent véritablement des énigmes absolues. Oui. François Xavier, là, le prénom du petit... Oui, j'ai oublié son prénom. Émile. Voilà, c'était pas dans les Alpes-Maritimes, mais de Haute-Provence. Tout à fait. C'était véritablement une interrogation. Tout le monde, comment est-il possible, alors qu'on l'a vu, qu'il dit tout à fait. Il y a des choses... Non, mais lui, il y avait quelque chose, c'est qu'on l'espérait pendant très longtemps vivant, en fait. On attendait de la bonne nouvelle, c'est ça aussi. Alors, et puis, l'affaire dont parlait Philippe, l'affaire des Vosges, la Grégory, bien sûr. Elle est aussi extraordinaire parce que c'est une double affaire criminelle au sein d'un départ. Il y a des raisons à chaque fois. Cécile, vous disiez que ça peut être notre voisin qui parfois est assassiné ou devient un criminel. Mais là, par exemple, dans l'affaire Grégory, comme le dit Philippe, ce qui est terrible, c'est qu'on voit la haine qu'il peut y avoir dans une famille parce que quelqu'un qui est devenu contremaître. C'est pas PDG du CAC 40, contremaître dans une grosse PME, je crois en plus, ou une petite PME, je sais plus, peut attirer une telle haine par quelqu'un qui n'a pas progressé. Comment une famille se fracture? On en arrive à tuer un gamin de 4 ans qui est beau comme un cœur. C'est tous les tréfonds de l'horreur humaine qui ressortent avec cette affaire. C'est ça qui passionne, parce qu'on veut le voir, mais on croit qu'on ne l'est pas, et qu'on n'en fera jamais capable. Alors moi, j'ai toujours eu une interrogation en tant que journaliste. Je me suis toujours demandé la question, pourquoi un fait divers, un crime, est tout d'un coup mis en valeur par l'ensemble des médias et pas un autre. Ça, j'ai jamais réussi à répondre. Alors, je sais pas si vous, Philippe, c'est peut-être pas possible pour vous de répondre, mais ça m'a toujours... Pourquoi le meurtre d'un enfant, malheureusement, ça arrive... Parce que c'est le tabou absolu. La mort d'un enfant, c'est le tabou absolu. C'est pour ça qu'en général, c'est là où ça défait même la mort d'une femme tuée par son mari, malheureusement, c'est terrible, mais ça arrive assez souvent. Regardez, il n'y a pas de corps. Regardez l'affaire. Il n'y a pas d'autres faits divers. L'affaire Émile Louis, par exemple, ça a intéressé parce qu'il en a tué 7. Il y a une forme de série. Ou d'autres, Guy Georges, Patrice Allègre, etc. Là, par contre, ça a défrayé la chronique parce qu'on s'est dit qu'on était comme les États-Unis, qui avaient aussi des tueurs en série chez nous. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, c'était passionnant. Tout de suite, l'idée qui marche. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est la commune de Villepreux qui est à l'honneur ce soir dans les Yvelines, qui s'est dotée d'un centre de supervision urbain. Jean-Baptiste Amonique était avec nous, maire de Villepreux. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'imagine que cette vidéosurveillance est arrivée à l'issue d'un élément particulier ou finalement, comment vous avez décidé finalement à mettre ces caméras ? Vous savez, je pense que un peu à l'image de la santé, santé-sécurité, des compétences régaliennes de l'État, mais pour autant, on voit bien que ce sont des préoccupations très prégnantes au sein de nos populations. Donc, on y vient. On doit s'occuper de ces sujets. Et au-delà d'augmenter les effectifs de police municipale, on a décidé d'aller au-delà. Et donc, vous l'avez dit, de nous doter d'un CSU, un centre de supervision urbain. Concrètement, sur Villepreux, c'est maintenant 46 caméras qui ont été installées, dont 19 nouvelles, avec plusieurs types de caméras, des lectures de plaques, des infrarouges et des 360 degrés pour avoir un maillage complet sur l'ensemble du territoire communal. Monsieur le maire, quelle est la différence par rapport à la vidéosurveillance classique qu'on met en place dans certaines cités ? Alors vous savez, la vidéosurveillance classique, souvent les images sont stockées, mais vous ne pouvez y avoir recours que lorsque vous avez un dépôt de plainte et que vous avez un officier de police judiciaire qui réquisitionne ces images. L'avantage du CSU, c'est que nous avons la possibilité désormais de visionner en direct ce qui se passe sur la commune lorsque nous avons des agents qui seront au poste sur les horaires d'ouverture. Et puis on est allé un petit peu plus loin, on est aussi maintenant sur la vidéo-verbalisation,
Et donc la vidéo-verbalisation, ça permet à distance de verbaliser un certain nombre d'infractions qui sont très réglementées, 11 pour être précis, et qui touchent notamment ce qui peut relever des infractions au code de la route, des excès de vitesse. Et pour nous, c'est important parce qu'on a quand même eu à 2 reprises sur le mandat des enfants en traversant des passages piétons pour se rendre à l'école ou en sortir qui ont pu être renversés, et on a eu aussi un délai de fuite sur la commune. Est-ce que ça a amélioré les choses en termes d'insécurité? Parce que verbaliser les gens qui commettent des infractions au code de la route, très bien sûr, mais par exemple, il y a un cambriolage, vous arrivez à voir par le lecteur de plaque le numéro de la camionnette. Alors attendez, je rebondis sur votre question. Est-ce que ça veut dire que vous aviez aussi une montée d'insécurité parce que je crois que c'est un peu plus de 10 000 habitants, votre commune. Est-ce que vous avez senti une montée de l'insécurité ? Non, on est d'ailleurs la commune la plus calme de la circonscription de police, avec moins de 8% des faits qui sont répertoriés sur notre commune. Néanmoins, vous savez, il y a quelque chose qui s'exprime et dont on parle peu, ou en tout cas qu'on a tendance à balayer d'un revers de main, c'est le sentiment d'insécurité. Oui. Et je crois que celui-ci, il faut le traiter. Si le sentiment existe, c'est qu'il est légitime. Et donc, pour répondre à votre question, les lectures de plaques, évidemment, elles ne sont pas là pour embêter les Villepreusiens qui prennent leur voiture au quotidien. Elles sont là surtout pour capter des plaques d'immatriculation, vous l'avez dit, lorsqu'on peut avoir des cambriolages ou des vols de pièces de détachés de véhicules, parce que ces caméras permettent, en entrée et sortie de ville, c'est l'objectif de mailler toute la ville, et d'avoir un œil vigilant et de pouvoir détecter ces auteurs de faits. Il est quand même très rare que des bandes organisées qui passent de commune en commune pour voler des pièces détachées repartent à pied. Donc l'avantage, c'est effectivement de pouvoir élucider les enquêtes, puisque toutes les statistiques le montrent. Lorsque nous sommes équipés de CSU et que nous avons des caméras à lecture de plaques, on arrive à avoir des taux d'élucidation d'enquête qui sont beaucoup plus élevés. Donc René Chiche, vous pourrez aller dans les clubs libertins sans problème. Tout va bien. Une toute petite question pour monsieur le maire. Est-ce que, monsieur le maire, vous avez eu une opposition à votre initiative? Parce que parfois, il y a des gens qui sont complètement opposés à ça. Au nom de l'atteinte aux libertés. Voilà, exactement. Eh ben, pas vraiment. Je pensais qu'on en aurait, et très sincèrement, on n'en a pas eu. Alors effectivement, il faut faire de la pédagogie sur le dispositif. C'est ce que j'allais dire. C'est une façon de l'aborder aussi. On a certaines personnes qui pensent que on va être derrière les caméras à guetter le moindre stop et le moindre stationnement qui serait gênant. Non, c'est pas l'idée. De toute façon, on n'a pas les moyens humains de pouvoir être H24 en permanence derrière les écrans. Mais en tout cas, on sait que c'est un dispositif complémentaire en plus de la présence terrain des policiers municipaux que nous avons renforcé. On a renforcé les effectifs sur le mandat. On est obligé d'y aller aujourd'hui. Alors certes, c'est coûteux, ce petit dispositif quand même pour nous en 2 ans, 2025-2026, où on sera au terme déploiement des caméras. C'est quand même 364 000 €. Ce n'est pas rien. Et ce sont des dispositifs qui sont malheureusement peu soutenus aujourd'hui. Je vous prends juste 2 exemples très rapides. Malheureusement, j'ai pas eu de subvention de l'État parce qu'on considère que ma commune n'est pas la plus à risque. Bon, je l'entends, je le comprends. Et nous avions une subvention, mais malheureusement qui n'a pas pu être délivrée et accordée de la région Île-de-France, puisque vous avez sûrement suivi ce débat-là. Le bouclier de sécurité mis en place par Valérie Pécresse a dû être suspendu, puisque son opposition a attaqué devant le tribunal en estimant que ce n'était pas une compétence de la région. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un continuum de sécurité, c'est-à-dire que État et collectivités doivent pouvoir agir de concert. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est un jeune maire, voilà, faut c'est très sympa en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Amonique, d'avoir accepté notre invitation. C'est cette jolie commune de Villepreux dans les Yvelines. Merci, à très bientôt. Et tout de suite, avant de dire, on dit d'abord au revoir à Philippe Bilger. Merci beaucoup, René Chiche. Au revoir madame, au revoir mademoiselle, au revoir monsieur. Dans un instant, Alex Priam. Bonsoir Alex. Salut Alex. Bonsoir les vrais voix. Et avec toute l'équipe ce soir de la Pro D2 Grenoble-Aix-en-Provence. À 21h. Exactement, Grenoble-Aix-en-Provence, ça a été une semaine très très dure du côté de Grenoble avec pas mal de drama, de potins. Il s'est passé beaucoup de choses, on récapitulera ça évidemment dans quelques instants sur Sud Radio. Vous le disiez, ce match ce soir, très important entre Grenoble et Aix, mais avant ça, 6 rencontres à suivre en direct sur Sud Radio. Ça commencera dans quelques instants avec le multiplex et toute l'équipe qui est présente, notamment du côté de Béziers pour, pas un derby, mais quand même un match important entre Béziers et Carcassonne. Eh bien, on sera là bien entendu. Passez un excellent week-end, on vous
On se retrouve lundi à partir de 18h. Avec un immense plaisir. Bon week-end. Absolument. Et on remercie Maxime, on remercie François Louis, bien sûr, Zach et Justine. On vous souhaite un très bon week-end et on vous embrasse et faites attention à vous. On vous retrouve lundi à partir de 18h. Et attention au front froid.